Dominique Jamais, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui aux éditions de La Différence. Vous nous avez confié un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention et d'intérêt et que nous avons pu publier au mois de mars dernier, Le mal du pays. Eh bien, c'est le livre d'un homme en révolte et en colère. Et c'est une révolte et une colère qui vous occupent depuis longtemps, qui a, en d'autres termes, parce que je le pense comme tel, enrichi votre vie. Parce que je ne vois pas comment aujourd'hui on peut être conscient des réalités et construire sa propre vie sans être un homme en colère et quelquefois en désespoir. Alors pourquoi ce désespoir et cette colère? La colère ou l'irritation, en tout cas le désespoir ou en tout cas le pessimisme. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas voir, il est difficile de voir un pays sinon sombrer, du moins s'abîmer, comme s'abîme la France depuis des années et des années, sans avoir envie de réagir. Bon, tout le monde sait, ça n'est une découverte pour personne, hélas, que la France traverse à l'heure actuelle, comme un certain nombre de pays d'Europe, une crise économique, financière, sociale, dure, très très dure, et dont on a du mal, en tout cas dans ce pays, à voir le terme. Mais cela étant entendu, et si vous voulez, c'est un peu le fond de tableau du livre, je n'ai pas voulu ajouter un énième livre sur cette crise, ses causes et ses remèdes éventuels à la masse de livres, d'articles, d'études sur ce sujet, cadré, si vous voulez, cadré, enfin, restant dans un cadre économique. Non. De façon plus vaste, ce que j'ai voulu dire, c'est que nous vivons à l'heure actuelle dans un pays qui ne sait plus très bien ce qu'il est, qui ne sait plus très bien où il en est, qui ne sait pas du tout où il va. C'est un premier thème, c'est un premier point. Et un pays d'autre part, qui, je le dis comme je l'ai écrit, et comme je le pense, sans aucune arrière-pensée partisane, qui depuis des années et des années est mal gouverné, est mal dirigé. Aussi bien par la gauche que par la droite, c'est-à-dire par les gouvernements qui se sont succédés au fil des alternances. Je ne le dis pas comment dirais-je, pour m'en prendre à la démocratie, pour m'en prendre à la République, pour contester le droit des grands partis de gouvernement à exister, à solliciter les suffrages et à ambitionner le pouvoir. Je le dis parce que tout simplement, nous constatons aujourd'hui que ce pays est divisé socialement, culturellement, confessionnellement, qu'il est partagé entre toutes sortes de communautarismes, qu'il est la proie d'un pessimisme, voire d'une géniardise tout à fait unique d'ailleurs dans le monde, cela c'est une chose. Et puis d'autre part, je constate l'impuissance, l'incapacité des gouvernements successifs dont je parlais, malgré leur bonne volonté, malgré les efforts qu'ils peuvent faire, je constate leur incapacité à assurer les tâches les plus élémentaires, les tâches primordiales que l'on attend légitimement d'un gouvernement et de l'État, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays pourtant l'un des plus riches du monde, pourtant la cinquième puissance économique du monde, paraît-il, un vieux pays, un pays riche, un pays de civilisation, qui est incapable d'instruire, de loger, de transporter, d'employer, de protéger et de faire vivre ensemble ses citoyens. Oui, mais c'est la même vision que nous pouvons partager. Croyez-vous qu'ils aient encore un pouvoir, nos gouvernants? Moi, je crois que le seul pouvoir qu'il pourrait leur rester, s'ils avaient le courage de l'exercer, c'est de dire précisément à ce peuple qu'ils ont aujourd'hui une, une capacité très réduite d'influer sur non seulement le pays, l'Europe et le monde, parce que nous avons mis en place un système qui est en train de nous échapper complètement.
Je parle d'une certaine forme de capitalisme. Oui, et pour en tenir au premier point que vous évoquiez, c'est-à-dire aux moyens dont dispose à l'heure actuelle le gouvernement de la France, il est vrai qu'il les a laissés rogner par les deux bouts. Rogner parce que d'une part, les engagements, les traités que nous avons pris, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose au départ, que nous avons pris vis-à-vis de l'Europe, paralysent de toute évidence l'action du gouvernement, d'un gouvernement qui n'est plus maître de choses aussi essentielles que la politique budgétaire, la politique monétaire naturellement, et même la politique sociale et financière. Et d'autre part, par l'autre bout, alors que la Constitution de la Ve République avait prétendu créer un pouvoir fort et des institutions à la fois solides et simples, peu à peu on a laissé s'empiler, proliférer toutes sortes d'instances territoriales, locales, administratives. On a laissé se développer les communautarismes, c'est-à-dire que le pouvoir qui est déjà rogné par le haut est également attaqué par le bas, et l'on voit bien que tous les grands projets, toutes les grandes idées, toutes les grandes réformes sont à l'heure actuelle immédiatement remises en cause, aussi bien dans leur application pratique par la complication infinie des processus administratifs que par la montée des communautarismes de toutes sortes. Il est normal que dès que l'on veut faire quelque chose, tous les intérêts particuliers, que peut léser, que peut déranger, une réforme, un changement se soulève, mais ce qui est moins normal, c'est qu'on ait pris l'habitude de leur céder. Et un deuxième point, à mon avis, n'est pas assez souvent perçu ou mis en relief. À l'heure actuelle, nous avons des institutions démocratiques qui sont parfaitement régulières. Je veux dire qu'elles sont régulièrement élues, elles sont régulièrement instaurées, installées, mais la base, leur assiette dans la population ne cesse de se rétrécir. C'est extrêmement malsain, et vous voyez là que je ne vise pas plus la gauche que la droite, mais les deux à la fois. Il est tout à fait malsain qu'un président de la République à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'homme de qui tout émane en France, de qui toute autorité, tout pouvoir, toute décision relève, il est extrêmement fâcheux que les présidents de la République successifs, je pense à Jacques Chirac, puis à Nicolas Sarkozy, puis à François Hollande à l'heure actuelle, ne recueillent au premier tour que 30%, voire 20% des intentions de vote. C'est-à-dire qu'un président qui commence son mandat de 5 ans est quelqu'un dont au départ seulement 30% des votants, c'est-à-dire 25% des inscrits, ont souhaité qu'il devienne président. La légitimité que prétendait donner au pouvoir exécutif l'élection du président de la République au suffrage universel est très contestée dès son principe par cela. Si, pour rappeler un exemple que l'on oublie peut-être maintenant, mais qui est assez frappant, lorsque le général de Gaulle a été candidat à la présidence de la République lors du premier scrutin, lors de la première élection du président de la République au suffrage universel, en 1965, il a recueilli au premier tour 45% des voix, seulement 45%. Et donc il en a été humilié, étonné et humilié et vexé. 45%. Quel président à l'heure actuelle ne rêverait d'avoir au premier tour un tel socle, qui signifie qu'il y a quand même la moitié du pays, ou à peu près, qui souhaite que vous soyez président. À l'heure actuelle, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, l'homme qui dirige pendant 5 ans l'État français sans connaître de limitation au pouvoir qui reste à l'État est quelqu'un dont la légitimité est sapée dès le départ. La conséquence en est j'y reviens, que les présidents et les gouvernements qu'ils nomment et les majorités qu'ils contrôlent hésitent de plus en plus devant les grandes initiatives, devant les grands projets, devant les grands travaux, car ils savent que cela se heurte à des oppositions. Quand on constate qu'un an après l'élection du président de la République actuelle, 70 à 75% des Français contestent non seulement la façon dont il gouverne, mais le contestent lui, contestent ses projets, etc. On a une situation extrêmement malsaine. Absolument. Je vais vous faire un aveu. Dès le départ, dès le vote, c'était un vote par référendum, je crois, me rappeler, oui. Sur l'élection la Constitution actuelle, oui. L'élection du président de la République au suffrage universel. J'ai voté contre. Oui. Parce que je pensais, je pense de plus en plus fort, que cette Constitution et cette élection du président de la République au suffrage universel génèrent aujourd'hui des inconvénients. Enfin, quand je dis inconvénients, c'est pour être relativement soft. Mais pour moi,
c'est beaucoup plus que ça. C'est un système, un régime totalement inadapté et qui médiocrise, comme vous venez d'ailleurs de le démontrer, qui médiocrise les hommes et qui leur enlève toute légitimité. On a vu se vérifier ce qui a été dit à maintes reprises, mais on l'a vu se vérifier ces derniers temps, que les institutions étaient taillées sur mesure pour un homme exceptionnel et probablement pour des circonstances exceptionnelles et qu'elles ne conviennent pas effectivement à la respiration, au fonctionnement d'une démocratie digne de ce nom. Eh bien, nous vous remercions beaucoup d'avoir conclu sur cette affirmation que je partage. Et que je regrette. Bien sûr.